Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer à voir de tels amateurs dégrader, dénigrer, insulter le peuple du Congo. On ne va pas continuer comme ça à voir des gens qui se prennent pour des gangsters. Parce qu'ils ont un pouvoir où ils mettent l'armée pour tuer des gens. Mais après, il faut que ça s'inverse maintenant. Mais après, c'est le peuple qui ira les chercher. Après, le peuple va prendre la décision de mourir maintenant. Devant la guerre, devant l'arme, il va partir quand on le tue. Et comme on n'est plus le peuple est plus nombreux que l'armée, c'est alors qu'on ira les chercher dans leur maison. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 avec moi sur ce plateau. Ulrich Tunta, président de l'association Nouveau Congo. Bonjour, Ulrich. Bonjour, Christian. C'est un plaisir. Merci de vous joindre à nous sur R7 pour tenter de décrypter l'actualité sociopolitique et très probablement aussi économique du Congo-Brazzaville avec en toile de fond la présidentielle de 2026 qui profile à l'horizon. Vous le savez également que les élections sont souvent des moments tragiques et de violence au Congo-Brazzaville depuis le retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso par coup d'État militaire. L'actualité politique, c'est aussi l'humiliation subie par Isidore Bouba, donc le président de l'Assemblée nationale du Congo en Côte d'Ivoire, où une frange des députés ivoiriens l'ont désavoué dans l'hémicycle alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole au perchoir, que je vous propose de suivre en extrait. Suivez. Qui au public, Son Excellence M. Isidore Bouba, président de l'Assemblée nationale de la République sœur du Congo, Alors, Ulrich Tunta, quelle lecture vous inspire ce camouflé sur un symbole du pouvoir du Congo-Brazzaville? C'est quand même le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Bouba, désavoué comme ça, en plein hémicycle. Oui, merci, Christian Perrin. Tout le monde a pu constater. C'est on va dire quoi? C'est une sanction. C'est une sanction sans précédent. Et ça montre justement l'état de la politique du Congo. Parce qu'un président de l'Assemblée, c'est un président de la politique d'un pays. Et quand il est invité à l'étranger, c'est quand même un honneur. Et quand le pays qui vous reçoit vous désavoue, ça veut dire que vous n'avez pas de crédit. Ça veut dire que la politique qui se passe dans votre pays n'est pas une politique pour le peuple. C'est une politique orientée de sauvegarde, certainement, d'un régime. Donc, il n'avait pas à rester là à écouter une personne qui n'est pas pour le peuple, une personne qui n'a rien à leur dire. Ils n'ont pas de leçon à apprendre de cette personne-là qui, dans son pays, est une catastrophe. Et déjà, Voilà. lorsque vous dites ça, il faut aussi rappeler que il y a quelques semaines de cela, il faut le dire comme ça, je crois que c'était le 5 juin dernier, le Congo venait d'être placé sur la liste enfin la liste noire, hein, des États-Unis, donc des pays soupçonnés de financer le terrorisme. Et là, on constate évidemment que le Congo est en train de perdre sur le plan diplomatique. On perd beaucoup. Ça se succède, ça s'aligne, n'est-ce pas, comme une chaîne descendante vers l'abîme. Vous vous rendez compte que
dans je ne sais pas combien de pays nous sommes dans le monde et le Congo est cité. Ça veut dire que, et en plus, dans une problématique des passeports, des documents de voyage, euh, est cité et dans ce marché obscur des passeports du pays, que ce soit diplomatique ou ordinaire, qu'on octroie à des étrangers. Ces étrangers-là ont des symboles un peu bizarroïdes qui permettent justement à bloquer, à bloquer le Congo. Alors que, M. Christian Perrin, vous savez que pour obtenir un passeport, un document, je parle des Congolais, des locaux qui sont au pays, qui voudront, les étudiants notamment, entre autres, qui voudront ou qui voudraient voyager, ils ne peuvent pas l'obtenir. C'est un chemin, mais tellement compliqué d'avoir un passeport qu'il te faut déjà, en dehors de la taxe qu'on paye pour avoir ce passeport, il faut prévoir beaucoup d'argent en plus, de 100, 150, 200, 500, peut-être 1000, je ne sais pas combien, pour avoir ce passeport. Même quand tu es dans cette solution informelle, ça tarde à venir parce que finalement, il n'y a plus de carton et le Congolais, il souffre, il ne peut pas sortir. Parce qu'il y a un marché obscur, illégal, de vente des passeports congolais aux étrangers. Et ces gens ont été ciblés, ces gens ont été arrêtés, d'où cette sanction des États-Unis. Nous sommes quand même dans un pays de droit, hein, ce sont les États-Unis, où tous les services fonctionnent normalement, où on peut tracer normalement, où on peut suivre. Et c'est pas étonnant de voir de tels camouflets diplomatiques. Voilà. Et dans le même temps, il faut également signaler que Donald Trump a annoncé donc le sommet États-Unis-Afrique où 5 pays africains sont invités. Le Congo n'y sera pas. C'est un sommet qui aura lieu, je crois, du 9 au 11 juillet. Est-ce qu'on peut penser par là que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des événements qui s'alignent, comme qui dirait, les étoiles s'alignent pour sonner le glas du régime de Brazzaville, c'est ça? Écoutez, le régime de Brazza n'est pas un régime exemplaire. Le régime de Brazza est un régime une famille, pour un régime, hein, dans des idées politiques préconçues, hein, ce qu'on appelle sait pas. Donc, les États-Unis, ils ont vu ça. Après le camouflet diplomatique sur les passeports, comment veux-tu, Christian, qu'on puisse considérer ce pays-là? Le Congo est out, partout. Le Congo n'est pas considéré, mais c'est à nous d'essayer de se battre comme nous le faisons chaque jour au quotidien, d'essayer de faire entendre nos voix, d'essayer de sauver ce qui peut l'être encore. Le Congo n'est pas crédible, les hommes ne sont pas audibles, on est sur une sanction mais diplomatique énorme. Il n'y a pas que les États-Unis, hein, la France aussi, même si récemment on a reçu la diplomatie congolaise, la rencontre en France, mais ça ne veut pas dire que c'est de bonnes diplomaties. Mais la France doit continuer à fonctionner. La France fait sa diplomatie, peu importe avec qui, parce que la France travaille pour la France d'abord. Et après, il y a le droit international qui fait que, ben, justement, mais Macron le dit hein, à chaque fois, qu'il faut changer, c'est le temps de changer le pouvoir. Macron le dit, il faut être politique pour comprendre le message de Macron. Le régime de Brazza n'est pas un régime du peuple. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas un régime du peuple. Alors, vous avez certainement pris aussi connaissance de l'arrêté numéro 1726 bar MID bar CAB du 30 juin 2025 portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2025. Au Congo-Brazzaville, comme si chaque année il faut publier une liste comme ça, mais souvent c'est à l'orée, bien sûr, des présidentielles. Alors, plusieurs partis de l'opposition ont été suspendus, en l'occurrence les partis qui avaient annoncé une nouvelle plateforme politique, le Rassemblement des forces du changement. Alors, ces partis donc ont été suspendus d'activité, j'allais dire, sans motif apparent, sans autre forme de procès à quelques 8 mois de l'élection présidentielle.
On pourrait parler donc d'une forme de, comment dire ça, de verrouillage de l'espace politique à l'orée même de la dite présidentielle. Quel commentaire vous inspire? Si vous ne voyez pas là une forme de c'est pas une sanction. Là, on a affaire quand même à un rassemblement d'une partie, c'est pas toute l'opposition, d'une partie de l'opposition, cette allèle-là qui paraît comme une vraie opposition crédible. Entre autres, il y a quand même des personnalités. Je pense qu'il y a le parti je parle Il y a Jean-Jacques Yombi-Opango, Clément Jean-Jacques Lumbi, Mirassa, il y a des Jean-Pierre Mirassa, il y a Aliango, tout. et vous avez aussi Dave Mafoula. Curieusement, ce sont des... Justement, donc c'est peut-être une partie de l'opposition qui résiste, qui veut vraiment marquer le coup, qui ne collabore pas directement, je ne parle pas de l'indirectement parce qu'on ne sait pas, je n'ai pas de preuves, mais là, on a affaire quand même à une partie de l'opposition qui est, qui est dans le front, contre le pouvoir en place. Et donc, je pense qu'il y a un vrai danger qui se pointe, ils ont peur, d'où cette note qui est sortie. Mais monsieur le ministre comment il s'appelle, c'est Zéphirin ministre de Mboulou. l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Alors, voilà, on ne comprend pas les raisons qu'il avance là. C'est carrément une faute. Une faute. Et comme on est dans un pays où l'indépendance n'est pas avérée, n'est pas réciproque ou n'est pas uniforme, parce qu'on a un type de la justice qui n'est pas partiale, ben on laisse proliférer de tels actes. Et là, moi je pense que là, on parlait tout à l'heure de l'Assemblée de M. Mvouba et tout ça là. Ce sont des points comme ça qu'il faut inscrire dans l'ordre du jour, dans la prochaine, la prochaine session de l'Assemblée. Il faut inscrire ça, il faut débattre, il y a l'opposition, c'est l'endroit du peuple où les gens ils parlent, et ben moi, il reste tout le temps. Je demande à ce que les partis de l'opposition, en tout cas les élus, les députés qui sont là-bas, puissent justement contester cet acte, on va dire quoi, unilatéral d'un ministre. Il faut qu'on a une Assemblée nationale. L'Assemblée, on a aussi le Sénat. Ce sont des lieux du peuple. Il faut contester ça pour que l'on revienne dans les bons sentiments. Il n'y a pas de raison oui, mais de les mettre de côté. Que le fait de les avoir suspendus comme ça, puisque nous parlons ici de la présidentielle, est-ce que cela peut avoir un impact sur la mobilisation, par exemple, que pourrait initier ces partis? Parce que nous savons qu'au présidentiel, hein, tout Congolais peut se présenter, même quand il n'a pas de parti, on n'a pas besoin d'avoir un parti politique. Comment devrait-il finalement s'y prendre? Parce qu'on note une certaine panique, c'est vrai, au niveau de l'opposition après la prise de cette note, mais est-ce que cela pourrait arrêter la mobilisation? Parce que quelqu'un me parlait même des comités de soutien qu'il faut peut-être organiser pour contourner cette censure, parce que c'est la vérité, c'est ça, c'est une censure. C'est une censure, c'est une censure. Bon, monsieur Christian Perrin, je parlerai dans deux dispositions, deux volets. Alors, déjà, quelle est ma position à moi par rapport à ça? Moi, je ne veux pas être l'avocat du rassemblement des forces du changement, parce que moi, j'ai une idée non, autre. On parle plutôt de voilà. Bon, c'est vrai que c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, alors, en ce qui concerne cette sanction-là, hein, là, vraiment, on fait la part des choses. Cette sanction, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas arrêter leur mobilisation. Ils vont contester. Il y a des voix, même, si on sait même si on sait que la justice n'est pas vraie au niveau du pays, mais il faut marquer au regard. Parce que nous sommes regardés de par le monde, nous sommes dans un système où tout se passe dans les réseaux, tout sort, même les gens qui travaillent à la présidence, ils nous envoient des choses. Donc, il faut qu'ils fassent des démarches normales, des procédures normales existent, qu'ils contestent. Je pense qu'ils l'ont fait déjà. S'ils ne l'ont pas encore fait, en tout cas, je les encourage à le faire. Et après, continuer justement la mobilisation, continuer d'informer les gens, continuer de conscientiser, faire des colloques ici et là, faire des conférences ici et là, pour que le peuple, même si ça ne passe pas par la chaîne du Congo là, mais au moins
sur les réseaux, nous aurons, les gens y verront, le monde entier y verra, le monde entier verra, les États-Unis y verront. Tout le monde va voir ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, ils ne s'arrêtent pas, qu'ils continuent leur truc, c'est normal. Ils sont dans une vraie démarche patriotique, parce que là, il s'agit de patriotique, il s'agit des élections. Bon, là, on parle des élections. Tout Congolais, il peut y participer. Et donc, il n'y a pas matière à faire avoir un frein dans ça. C'est un ministre qui a donné son sang. OK, mais ça ne suffira pas. Lui, il est qui, ce ministre? Alors, parce que c'est des choses qui énervent parfois. Nous ne sommes pas dans les années 80. Nous sommes d'une génération autre. Nous ne sommes pas des années 80 où on pouvait dire comme ça et puis les gens, ils prennent peur. Donc, ce ministre-là, Mboulou, dans leur cocon, dans leur famille, régime politique, ils se permettent tout. Ils se permettent tout. Les années ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas. Nous voyons bien ce qu'ils font. Ces gens-là, ils seront interpellés. À un moment de la vie, ils seront interpellés. Ils répondront de leurs actes. Parce que l'histoire, c'est aussi les données qui se font année après année, d'accord, dans une forme de mémorandum où nous enregistrons. Peut-être pas moi, peut-être que ce sera mon fils, peut-être qu'il y aura des fils, des enfants à toi. Ils répondront à l'Mboulou de cette, on va dire quoi, pourquoi ils mettent de côté des gens d'opposition. Une opposition qui veut participer à des élections qu'eux-mêmes, ils sont en train de mettre en place. Pourquoi mettre de côté des gens et garder une partie? Ça veut dire que je comprends que notre parti, c'est certainement une partie qui collabore avec le régime. C'est peut-être la partie qui est restée là, qui n'ont pas censuré. Ça doit être une partie qui fonctionne, d'accord, avec le régime. Parce que quand tu es un politique averti comme moi, je n'ai pas à faire beaucoup de calculs. Hein. Il n'y a pas à aller prendre les X exponentiels, je ne sais pas quoi, pour aller chercher je ne sais pas quoi. Je reste base dans la basique, une vision basique. Ça veut dire que la partie qui n'est pas censurée, c'est la partie qui collabore avec le régime. La partie qui est censurée, c'est une partie qui est dans le front, qui est contre le régime. Visiblement, c'est une décision arbitraire, hein, ça saute aux yeux dans tous les cas. Alors l'actualité congolaise, c'est aussi la crise multidimensionnelle, marquée, comme vous le savez, par une grogne sociale presque généralisée. Le pillage des finances publiques, l'absence des services publics illustrés, par exemple, dans cet extrait de vidéo que nous allons suivre. Et mon collègue Delph, donc c'est la deuxième année que nous contribuons à la réhabilitation de cette route. Comme vous le savez, Epena est une ville un peu enclavée. Et quand je suis arrivé ici en fin 2023, j'ai été très étonné de voir une route en état de dégradation avancée, avec des trous considérables où les véhicules n'arrivaient même plus à passer, les camions ne venaient pas à Epena, une route qui était également complètement bouchée par la végétation. J'ai été très surpris de voir que cette route n'avait fait l'objet d'aucun entretien. Donc, dès mon arrivée, nous avons décidé d'améliorer cette route, puisque pour des raisons à la fois de stimulation du commerce des gens d'Epena, mais aussi de santé, avec les évacuations qui doivent être faites au niveau médical, et puis de vie sociale, cette route est vitale. Donc depuis mon arrivée, nous avons investi dans cette route, à la fois dans le comblement des trous, depuis la barrière jusqu'à Epena là-bas, et puis dans l'élagage. Donc on l'a rappelé Delph, c'est la deuxième année que nous investissons là sur cette route. Je pense que c'est très important et ça a eu des effets bénéfiques, puisque depuis que nous avons comblé les plus grands trous, désormais il y a des camions qui arrivent à Epena, il y a des véhicules de transport qui arrivent. Donc nous avons contribué à stimuler et à remettre en place le commerce et les échanges entre Epena et Imfond. Donc c'est particulièrement important et c'est pour ça que cette année, malgré de compresser 13 personnes, eh bien j'ai décidé, avec l'appui de mon siège à Brazza, de maintenir les travaux d'ouverture de la piste malgré ce contexte financier extrêmement difficile. Je profite de cette allocution pour m'étonner de l'absence d'entretien de sa route de la part des services de l'État. Vraiment, je suis extrêmement surpris, et notamment du conseil départemental, puisque je crois que c'est son mandat.
je suis surpris de ne voir aucun travaux de la part du conseil départemental ou généralement de services de l'État. Je connais bien sûr, je travaille en Afrique centrale depuis longtemps, je connais les problèmes de financement des services de l'État, mais enfin ici on parle de quelques millions, on ne parle pas de centaines de millions. L'élagage ne coûte pas si cher que ça, le comblement des trous avec de la main d'œuvre et des matériaux locaux ne coûte pas si cher que ça. Et moi je pose la question, mais que font les services de l'État ? Voilà, pas de service public qui fonctionne au Congo-Brazzaville, le système de santé également, et j'allais dire en lambeaux, on va suivre un extrait de la conférence de presse donnée par le directeur général du CHU de Brazzaville. Pour être simple, faut vous dire que le CHU, c'est pas une île isolée. Le CHU fait partie du Congo. Et dans le contexte général où nous avons connu une crise sanitaire suivie d'une crise financière, nous savons très bien que toutes nos activités se font dans un contexte d'austérité financière et on ne peut pas nier que le CHU, pour résumer, je dirais oui, le CHU a beaucoup de problèmes, le CHU c'est un gros malade. Lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire que des croissances à moins d'1%, sinon même pas. Lorsque vous avez une inflation à 2 ou 3 chiffres, on est au bord du chaos. Ah, vous pensez que par hasard, comme ça, dans cette atmosphère-là, on peut avoir les moyens de faire tourner les hôpitaux? Je ne vais pas éluder la question. Voilà, pas de santé, pas d'économie, c'est un petit principe connu de tout le monde. Au Congo-Brazzaville, les hôpitaux sont en grève. Ajoutez à cela la problématique, bien sûr, d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Voici ce que déclarait il y a 19 ans, bien entendu, le général Emmanuel Angwelo Ndele Mongo, que je vous propose de suivre. C'était le 11 septembre 2006, soit 19 ans déjà passés. Suivez. J'ai dit au président Sassou, tel que le pays est conduit, je vous connais. Je vous ai pratiqué, vous m'avez pratiqué plus que moi je vous ai pratiqué puisque vous étiez le président de la République. Ça ne va pas. Mboka Angana. Mboka Angana. Ndengeni Okobo conduit en Gomé. Depuis Paris, au conclave, je lui ai dit, présente ta démission au peuple congolais. Pour que demain, peut-être, tu rentres dans l'histoire. Faire ce que Youlou a fait. À l'époque, il y avait le syndicat. Mais il n'y a même plus de syndicat dans notre pays. Il n'y a plus de syndicat. Il y a quelques... peut-être il y a un an seulement. Bon, nous on fait de trêve en trêve. Je l'ai dit dans votre trêve. Patience, trêve, patience, trêve. Il n'y a plus de syndicat. Mais une démocratie où après le syndicat ne peut pas marcher. Mais j'ai demandé au président Sassou, le pays n'est plus conduit. Il y a la misère, la pauvreté. À côté de la misère et la pauvreté, il y a l'embellie à l'air. Tu es dans ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure. Jamais on a autant eu des moyens que maintenant. Et comment? Et comment voir le peuple trimer? J'insiste sur le mot trimer. Le peuple trime. On ne peut pas domestiquer un peuple. On ne peut pas domestiquer un peuple. Il faut arrêter. Alors, Ulrich Tunta, on ne domestique pas un peuple. Nous sommes là en septembre 2006. Ça fait quand même 19 ans. Les mêmes mots qui ont été décriés à cette époque, aujourd'hui se sont empirés. Et le constat est sans appel, c'est le cas de le dire. Et c'est dans ce contexte, finalement, que Denis Sassou Nguesso veut rempiler au pouvoir. Qu'est-ce que ça vous dit? Depuis 2006, on est dans le... Mais ça, nous ne cessons de le dire. Hein. Nous ne cessons de le dire. On ne domestique pas un peuple. À un certain moment, le peuple va prendre son indépendance. Et ça va être peut-être l'effet de trop.
hein, pour eux. Les mots résonnent comme une... on m'a dit quoi, c'était révélé, quoi. Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est un exposé de qualité. Il a tout dit dans ce système. Le monsieur, il a donné des conseils de vous m'en partir. Il demandait même à Denis Sassou Nguesso de démissionner parce que... De démissionner, de partir. 2006 déjà. C'est un vrai exposé de qualité. 2006, aujourd'hui on est en 2025, 19 ans, rien ne change. On a là à faire un vrai problème. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous parler à ce régime? Comment allons-nous parler à M. Sassou Nguesso qui est congolais? Comment allons-nous parler? C'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi redire sur ce qui a été dit là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça reste d'actualité. Et là, on se demande, mais il y a peut-être un vrai problème. Il y a peut-être autre chose au-delà de la normalité consensuelle, la normalité émotionnelle. Peut-être que là, il y a un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire. Peut-être qu'en 2006, on pouvait avoir des choses quand même, voilà. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. On n'a pas d'électricité. On n'a pas de travail. Comment veux-tu, M. Christian Perrin, que les gens s'en sortent? Comment veux-tu que les Congolais continuent à être comme ça, sous paillasson d'une personne qui piétine? Non, à un certain moment, le peuple a ce devoir. Le peuple du Congo est dans un dilemme. Soit il veut mourir idiot, bête, comme ça, OK? Soit il doit se ressaisir et se réveiller. Se réveiller, ce n'est pas pour aller casser les choses. J'ai toujours dit, je redis toujours, moi je suis partisan d'une vraie concertation politique. Moi je pense que quand on est un engagé en politique, on n'est pas pour faire des guerres. Je suis partisan pour un vrai climat, une vraie discussion politique pour qu'on trouve des problèmes et relancer le pays. Je suis pour ça. Mais le peuple du Congo aujourd'hui est devant un dilemme. Soit il veut mourir idiot depuis 2006, avant même déjà au 2025, soit il se réveille aujourd'hui. Se réveiller aujourd'hui, c'est d'arrêter d'exister, arrêter d'aller travailler, j'ai toujours dit, de former des groupes, de contester, d'être dehors, sans aller casser, sans aller dehors, c'est leur droit fondamental, les libertés individuelles. Quand un État est arrêté, vous savez, M. Christian Perrin, quand il n'y a pas de l'eau, quand il n'y a pas d'eau dans un pays, quand la santé, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la santé, le CHU et tout ça. Oui, pas de santé, pas d'économie. Pas de santé, pas d'économie. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. L'État n'existe plus. Il n'y a pas d'État. Parce que l'exécutif abdique, démissionne. Démissionne pas. Ils sont dans d'autres dispositions pour s'enrichir personnellement, pour enrichir leur famille et ramifications, pour enrichir, je ne sais pas, les étrangers, puisqu'on voit que ce sont les étrangers qui arrivent à avoir des marchés dans le pays. Hier encore, j'étais je suis rentré hier très tard, parce que cette semaine, je suis très tard, et boum, je tombe sur un document où on nous parle d'un marché, vous savez que la voirie au niveau de Brazza, tout est fragile au Congo, mais là notamment c'était un document contrat, vous faites allusion au contrat avec la société Al Barak qui a... Al Barak, voilà. Al Barak, oui, c'est ça. Al Barak. Qui n'a pas obéi, il n'y a pas eu appel d'offres, c'est un... Il n'y a pas d'appel d'offres. C'est un marché passé de gré à gré, curieusement. Là encore de gré à gré, mais on est en train de voir, puisque ce partenaire commercial, le document montrait qu'ils sont en train de travailler, mais avec quel outil? Pour le moment, comme vous avez remarqué, on a commencé avec les balayages. Balayage. Du jour au jour, on va aller progressivement, surtout avec les balayages. Aujourd'hui, on a mis une équipe. Demain aussi, on va continuer comme ça jusqu'à ce que le temps qu'on répare les véhicules qui sont là. Pour le moment, c'est ça notre plan de travail. En fait. Les mécaniciens sont en plein travail. Ils préparent des engins et matériels hérités de l'ancienne société Averda.
dans l'objectif de démarrer avec les activités avant l'arrivée prochaine de nouveaux équipements. Tout le personnel est mobilisé pour cette phase cruciale. Et là, si vous pouvez le remarquer, nous sommes en processus de contrôle de ces véhicules. Qu'est-ce qui manque dans ces véhicules? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut réparer? C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais ça, c'est une insulte. Ils ont des pelles. En plus, ils cherchent à aller réparer les machines. Le vieux matériel laissé par Averda. Justement pour essayer mais on les voit, mais de l'amateurisme à un niveau, mais pas possible. Et j'ai vu qu'il y avait un ministre, je ne sais pas quoi là, qui est en train de signer. Mais c'est pas... Et le même problème se généralise aujourd'hui. Pendant que vous évoquiez la question, il faut rappeler ici, c'est plus que scandaleux parce que d'abord c'est un marché qui a été passé donc de gré à gré, il n'y a pas eu un appel d'offres et le ministre d'ailleurs, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle, s'expliquait pour dire il y avait urgence. Donc ils sont allés prendre une société comme ça, Al Barak, mais ce qu'on n'avait pas dit aux Congolais, c'est que Al Barak est déjà au port de Pointe-Noire. Donc, juste Moundela, en fait, n'a pas dit la vérité. En plus de cela, c'est que c'est une société qui n'apporte pas des capitaux, qui va travailler avec l'argent du contribuable congolais, parce que cette société a exigé 3,250 milliards de francs CFA avant de démarrer son activité. Non seulement qu'on va prendre l'argent des Congolais, donc du contribuable congolais, que cette société va utiliser, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle utilise en plus le matériel laissé par Averda. Ça veut dire que ce monsieur, je ne sais pas s'il y a un responsable de cette société, mais j'ai l'impression que c'est juste un petit arbre qui cache la forêt. C'est chaud. Sinon, monsieur, en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer à avoir de tels amateurs. Dégrader, dénigrer, insulter le peuple du Congo. On ne va pas continuer comme ça à avoir des gens qui se prennent pour des gangsters. Parce qu'ils ont un pouvoir où ils mettent l'armée pour tuer des gens. Mais après, il faut que ça s'inverse maintenant. Mais après, c'est le peuple qui ira les chercher. Après, le peuple va prendre la décision de mourir maintenant. Devant la guerre, devant l'arme, il va partir quand on le tue. Et comme on n'est plus le peuple est plus nombreux que l'armée, c'est alors qu'on ira les chercher dans leur maison. Parce que je ne peux pas comprendre que le peuple sont insultés, vivent dans une telle salubrité. Il y a des poubelles partout, il y en a tellement. Et vous êtes un responsable politique, un ministre, parce qu'il y a urgence. Qui a dit urgence? Qui a dit que l'urgence, c'est l'engagement à l'aveuglette? Mais l'urgence nécessite le point de départ d'une stratégie. L'urgence, ça veut dire OK, il y a une urgence, allez, au moins on met le point dans le cahier du jour ou l'ordre du jour, peu importe, ministre et tout. On conseille, on se concerte en comité, on regarde comment est-ce qu'on va travailler le projet, quels sont les éléments qu'on va mettre en place, n'est-ce pas, pour travailler le projet. Il faut voir quelles sont les sociétés qui existent. Il n'y a pas que en dehors du Congo. Il y a aussi des Congolais qui sont diplômés, on peut initier, de me faire un appel d'offres des projets des Congolais et puis aider ces Congolais-là dans leur projet. Si le projet est fiable, on peut commencer déjà à donner du travail aux Congolais déjà eux-mêmes. Nous, on a de la matière. On a des Congolais qui ont étudié, qui peuvent très bien. C'est quoi? C'est faire nettoyer les routes, trouver un point de chute où est-ce qu'on va déposer la poubelle, comment est-ce qu'on va tracer, avoir la carte de Brazzaville, les priorités, quel genre d'outils qu'on va mettre en place ici, quel genre de matériel qu'on va utiliser, quel genre de EPI, les équipements de protection individuelle qu'on va avoir pour équiper. Et là, quand vous voyez les gens qui travaillent, ils sont dépourvus de pays. Ils n'ont pas de gants, ils ont c'est compliqué. Voilà. Et toi, tu es un membre du gouvernement, tu vas signer. On ne t'apporte même pas de capitaux. Quelle est cette... alors, il faut être un fou pour accepter une société qui n'est pas forte financièrement. Et qui exige le paiement. Non, mais non seulement fort, qui exige le paiement avant même de voir le travail. C'est même pas question d'être forte financièrement, puisque vous parlez de cette société, mais
c'est qu'elles n'apportent rien comme capitaux. Et c'est le cas de dire probablement que c'est une stratégie pour organiser la fuite des capitaux. C'est-à-dire, voilà, on vient capter les capitaux au Congo et puis, bon, voilà, on les évacue vers l'étranger par ces mécanismes où on nous apporte des sociétés qui, en réalité, en termes de services, ne représentent absolument rien du tout. Justement, mais nul par ailleurs, M. Christian Perrin, vous allez voir, qu'un contrat est signé de gré à gré sur la base, bien sûr, d'un protocole d'accord, des actes signés, mais les actes sont étudiés en amont. Il y a toute une équipe qui étudie, ce n'est pas le ministre. Le ministre, après, il va vérifier. Il y a une équipe qui travaille, qui vérifie la solvabilité, les finances, la comptabilité. Mais il faut avoir en tête que nos banques ont besoin de l'argent. Il faut que l'argent de ces sociétés soit logé. On sait bien que tout, et il y a du matériel à acheter. Donc, c'est une société qui vient, qui exige une avance. On n'a jamais vu ça. Pourquoi vous acceptez ce dossier? Mais il y a beaucoup d'autres sociétés. Élargissez votre recherche. Sinon, l'argent là qu'ils ont donné, qu'ils ont avancé, mais cet argent, on pouvait donner ça à un projet du Congo. Il y a des jeunes gens qui peuvent se retrouver en groupement. On peut créer un truc piloté par le ministre, par le gouvernement. On donne des financements, on lance le projet. Ben voilà, on pouvait donner par exemple à la mairie, pourquoi pas? À nos mairies, à la mairie. Et puis d'ailleurs, ensuite, pourquoi aller chercher des Libanais ou je ne sais pas, les gens que j'ai vus là, alors que le Congo a besoin de. C'est une mauvaise lecture, c'est mal faire, c'est aimer, c'est ne pas aimer le Congo. Ce n'est pas aimer le Congo. On n'aime pas le Congolais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aimer le Congo. Évidemment, pour boucler ce volet, il faut aussi rappeler que c'est, voilà, ça va dans la même logique que ce qu'on a vécu avec, mais je pense que le dossier n'est pas encore clos, celui de EKRC et la fermage qu'on nous avait annoncé avec. Voilà, comment on appelle la société sénégalaise d'électricité, oui. la Sourcelec, c'était pareil, cette société est arrivée, voilà. Vous allez voir, vous avez vu que c'est leur façon de faire. On a besoin du changement, sans pour autant qu'on soit contre le. Là, on parle vrai, on parle politique. On s'en fout qu'on parle politique, on parle pour le peuple du Congo. Moi, j'ai pas d'a priori, moi, j'ai pas de. On parle du Congo là. Le Congo, notre pays qui nous a nés tous, c'est grave, c'est grave. Donc, il n'y a pas de, je ne sais pas comment dire ça, mais une vraie volonté de nuire et de s'enrichir. Voilà, alors revenons donc sur la présidentielle 2026. Je repars donc à la conférence de presse donnée par le général Emmanuel Ngouélondélé. Je rappelle, c'était en 2006, donc il y a 19 ans de cela. Le général Mongo déclarait, je vais le citer, « Nous avons demandé en vain la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante. Nous n'avons pas non plus obtenu un recensement administratif ni une révision des listes électorales. Au bout du compte, l'alternance par les urnes est impossible sous Denis Sassou Nguesso dans la mesure où la démocratie n'est plus qu'un slogan. » Ma question, que pensez-vous de ces opposants qui s'obstinent à aller à l'élection présidentielle de 2026 avec Sassou Nguesso? Déjà, il y a 19 ans de cela, le général Emmanuel Ngouélondélé tirait déjà la sonnette d'alarme pour dire il n'y a jamais transparence. On a demandé si, il n'y a jamais eu ça, voilà. Et puis on a parlé de la biométrie après, c'est passé je crois 3 mandats déjà, 2006, donc on peut voir 2009, il y a eu une élection, 2016, 2021, les conditions sont restées les mêmes. Alors que pensez-vous donc de ces opposants qui veulent aller à la présidentielle 2026 en l'état, bien sûr? Monsieur Christian Perrin, c'est clair, il a raison, enfin, de mon point de vue. Moi, je pense que ça ne soit pas c'est pas la priorité. Nous connaissons c'est ignorer l'histoire que de chercher à reproduire les mêmes faits. Les mêmes causes produisent les mêmes faits, n'est-ce pas? Ou les mêmes faits produisent les mêmes causes. Mais pourquoi voulez-vous
Quand ce que nous demandions dans le passé, aujourd'hui, toutes Il ces y a choses-là n'ont 19 ans, jamais. donc presque 20 ans. On n'a jamais obtenu même un dixième de ce qu'on a toujours revendiqué. Sur peut-être pas la véracité, la traçabilité des choses au niveau du fichier, le vrai fichier électoral, piloté par toutes les organisations, y compris la société civile, dedans, responsabiliser les choses, changer tous les acteurs principaux du management de ces organes-là, on a rien n'a bougé. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui est donc du régime depuis longtemps, rien, il est toujours là en fonction. C'est lui qui proclame année après année la victoire de leur camp, en mettant même en prison certains leaders qui étaient bien partis. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, dans des mêmes dispositions, pourquoi voulez-vous que moi, M. Touta, que je participe à une élection? Il n'y a pas matière à aller dans ces élections-là. Je ne les juge pas, puisque la démocratie exige justement le respect des choix. Donc, je m'y mets volontiers, mais je ne peux pas penser que l'on puisse gagner, sortir ce régime du pouvoir dans des mêmes dispositions. Ce n'est pas possible. C'est mal connaître l'histoire. Donc, le général avait raison. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il faudrait plutôt, moi, je prenais plutôt que je voulais voir, j'aurais souhaité voir le rassemblement des forces du changement. Tous ces acteurs-là demandaient faire front commun, puisqu'ils sont dans un rassemblement, sur la nécessité de changement de pouvoir. Changement de pouvoir sur la base de discussions politiques, parce qu'il faut qu'on se dise qu'on est dans une crise. C'est une crise. Je l'ai toujours dit, moi, M. Touta, on était dans une crise institutionnelle. Il faut dénouer la chose, il faut se parler, ils ne vont pas l'accepter, il faut se donner les moyens. Rassembler, c'est déjà un rapport de force, déjà. Donc, coûte que coûte. C'est-à-dire que moi, je serais même partant de leur dire, écoutez, proclamer, réunissez que le processus Sassou Nguesso réunisse les deux parlements, tac, pour dire, écoutez, les élections, finalement, on repart, 7 ans en plus ou 5 ans, je ne sais plus trop combien c'est, il repart président de la République, sans gaspiller de l'argent pour organiser les élections prochainement, parce qu'il gagnera. Personne ne peut faire barrage tant que ces gens, cette disposition reste en place. Voilà, donc c'est mal faire. Moi, je donne raison à monsieur ce général qui avait prédit, et aujourd'hui, ça reste d'actualité, c'est la même chose. C'est la même chose, évidemment. Au niveau de la France, nous avons noté un député français qui a adressé une question, bien sûr, à son ministre de l'Europe et de l'Intérieur, ou des Affaires étrangères plutôt, de la France. C'est Hervé Solignac qui soulignait dans la rubrique politique extérieure de l'Assemblée nationale française, il évoquait donc la répression au Congo, c'est lui qui le dit, les atteintes à la liberté de presse, le verrouillage de l'espace démocratique au Congo-Brazzaville. Alors, vous, à votre niveau, je rappelle que vous êtes président du Nouveau-Congo, y a-t-il vraiment intérêt d'organiser l'élection présidentielle de 2026? Je redis encore, c'est un non-lieu. Je redis, j'insiste, parce que on va gaspiller beaucoup d'argent pour une solution, non, on va dire quoi, pour une chute déjà connue. C'est-à-dire qu'on va gaspiller beaucoup d'argent alors qu'on connaît le résultat. En plus, le Congo a besoin de fluidifier un peu sa politique. Je pense les priorités sont ailleurs. Au vu on voit qu'il y a la précarité partout. On a parlé du CHU, mais ou qui sont en grève, non? Il n'y a pas que CHU. Voilà, il y a aussi au niveau de Pointe-Noire, tous les hôpitaux. Les centres hospitaliers, tous les centres hospitaliers du Congo sont en grève. Voilà, donc il faut d'abord réguler la politique, faire des caucus ou non, enfin des discussions politiques entre la diaspora politique, le parti d'opposition politique, la société civile, pour trouver justement quel modèle politique donner au Congo. Il y a les docteurs, les infirmiers, tous ces gens-là qui travaillent, les professionnels de l'hôpital, ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Comment veux-tu que les gens
aille travailler en ayant, il a faim, il n'a pas payé son loyer, il va le payer. Donc, ça devient des mouroirs confirmés. Vous partez à l'hôpital, il n'y a personne, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. En plus, le problème, on a survolé un peu, je pense, je ne sais pas si on y reviendra, sur l'économie. Tu sais qu'aujourd'hui, les retraités de beaucoup de générations, 4, 3, 4, 5 ans déjà, qui ont dignement travaillé, qui ont déposé des dossiers et tout, ne sont toujours pas payés aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de pension. Est-ce que vous imaginez comment vivent ces personnes? Il y en a même qui sont à 11 ans d'attente. Ce vacarme autour de la mairie de Brazzaville est un signe de protestation des retraités municipaux qui expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de cette mairie, qui peine à honorer aux contributions sociales pour la prise en compte de leurs pensionnés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces agents municipaux, ayant fait valoir leur droit à la retraite depuis 11 ans, sont sans pension. Une situation qui les plonge dans une précarité notoire. Depuis 11 ans, on n'est pas payé, c'est une condamnation à mort. La CNCES, aujourd'hui, est en train de dire qu'il faut qu'on paye d'abord les encours. Mais il y a là un paradoxe. Cotisations sociales qui demandent sont liées à ces gens qui sont encore en train de travailler, qui vont aller à la retraite dans 3, 4, 5 ans. Et ça bloque aujourd'hui le traitement des gens qui sont à la retraite depuis longtemps et qui ne doivent aucun franc à la CNCES. De la même manière que le gouvernement a accepté de verser à la CNCES 35 milliards, nous demandons au gouvernement, puisque le Premier ministre l'a promis, que le gouvernement règle ce problème. Ces retraités fustigent également la léthargie dans le paiement des allocations et le traitement de 600 dossiers de ces agents municipaux à la retraite. Même les mandats pour les payer, les allocations, les fins de carrière, il faut attendre après 6 mois. On paie 150 000. Quelqu'un qui touche au moins 700, 800 000. 150 000 après 6 mois, vous allez gérer quoi? Il n'y a que la volonté des responsables qui fera qu'on puisse régler ce problème. Depuis que je suis sortie, il n'y a rien. Il n'y a pas de pension. Les dossiers ne sont même pas arrivés à la CNCES. Parce qu'il y avait d'autres dossiers qui étaient déjà arrivés, on avait refoulé. On se pose la question pourquoi? C'est l'administration. On ne peut pas prendre des dossiers qui sont déjà arrivés dans une institution et venir encore les déposer. Il y a des gens qui ont plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, sans pension. Il y a d'autres qui meurent. Donc, il y a des malades, il y a ceux qui sont dans les maisons, qui n'arrivent même pas à venir taper comme nous faisons ici. Parmi les autres préoccupations auxquelles sont confrontés ces retraités municipaux figurent l'allocation de congé et la différence de salaire. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'il y a d'autres priorités que d'organiser les élections qui n'ont aucun sens. C'est un non-sens. D'accord? Les retraités ne sont pas payés, les papas là sont en train de mourir de faim, ils sont en train d'être rejetés par les familles. Parce que les boursiers, pareil, les étudiants aussi n'ont plus jamais perçu leur bourse depuis 2018. Justement, de ceux qui sont partis à non-lieu. Moi, en tout cas, en réalité, rien ne marche au Congo-Brazzaville. Et la dernière question, c'est par là que nous allons terminer notre émission, c'est, voilà, vous avez probablement suivi aussi la cérémonie d'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones, une opération, j'allais dire, de charme, pour rassurer les investisseurs. Au cours de cette cérémonie, évidemment, Denis Sassou Nguesso a déclaré, je le cite, « À l'évidence, trop d'impôts tue l'impôt, mais trop peu d'impôts tue l'État et le non-État tue l'économie et le pays. » Est-ce que le Congo n'est pas déjà à ce niveau-là? Le Congo est déjà tué. Est déjà mort, l'État. Le Congo est tué, est structuré, tué. Déjà, l'économie n'existe pas. Il n'y a pas depuis longtemps. On nous parle de. Oui. M. Sassou Nguesso nous parle de l'impôt qui tue l'État ou trop d'impôts, voilà. Mais, peu d'impôts tue l'impôt, peu d'impôts tue l'État et le pays. C'est ça. Donc, alors c'est le contraire. En fait, il n'y a pas de. Les gens, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. Ce qui tue l'État, le pays, c'est la corruption, la corruption et donc la politique désorientée de l'État tous azimuts. C'est ça qui tue l'État. Ce n'est pas l'impôt. L'impôt, c'est quoi? Vous allez voir, l'impôt, c'est quoi? C'est l'argent que moi, je travaille, ou bien si j'ai une entreprise, je paye.
je donne à l'État ou aux collectivités locales, hein, puisqu'ils ont toujours mandat aussi, peu importe. On paye. Dans le marché, normalement, ils payent la taxe. Même quand tu vas acheter la TVA, ça fait partie. Mais c'est ça l'impôt. Mais l'impôt, c'est pas pour. L'impôt, c'est pour arranger la société congolaise en retour. C'est-à-dire que je paye mon impôt, mais derrière, je veux me rassurer que l'État garantit aussi. Voilà, l'État vous garantit les services, les services de l'État, d'accord? Voilà. L'hôpital, aujourd'hui, l'hôpital, les gens ne sont pas payés. Maintenant, l'argent, pourquoi les gens vont. L'impôt, il est où là? L'impôt, les gens donnent, il est où? Les mamans, là, les marchés, vous allez voir que les marchés, ils ont commencé les travaux à Pointe-Noire, ça s'est arrêté. Mais tous les jours, vous allez voir des gens passer, récolter de l'argent. Je ne sais pas où va cet argent-là. L'argent part dans la corruption. L'argent est volé directement. Donc, c'est la politique qui est mise en place qui tue le pays, ce n'est pas l'impôt. Donc, c'est la politique du gouvernement qui tue l'État. L'impôt n'a rien à voir. L'impôt, après, c'est une organisation professionnelle technique pour recadrer les choses, parce qu'il y a pas mal de choses un peu de manière, les gens récoltent de façon informelle, et ça passe dans la corruption, il n'y a rien. C'est la politique qui est mise en place par le régime de Brazzaville qui tue l'État. Voilà. En sorte, on peut parler de la gouvernance par des slogans. Donc, Denis Sassou Nguesso s'illustre par cette façon de faire, c'est-à-dire des slogans. Généralement, il prononce certains slogans sans les comprendre, peut-être, parce que c'est ici l'occasion de rappeler que... Oui, allez-y. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage que depuis longtemps, on vit de slogan en slogan depuis longtemps, mais rien ne change. Ils sont tellement sûrs d'eux, alors que le Congo est un peuple de paix, et qu'un peuple de paix qu'il faut respecter. Il faut juste lui donner des outils. Des outils, et après, le peuple, voilà, il va... Vous savez qu'on parlait, puisqu'on est en train de finir, je veux rebondir sur un petit détail. Oui. Quand on parlait de... J'avais suivi je pense le ministre, je ne sais pas quel ministre là, mais qui me parlait, il y avait une conférence, je pense que c'est le ministre de la coopération qui parlait du climat des affaires. Vous savez? Oui, le climat des affaires, j'ai vu ça. Oui, je vois, oui. Quelque chose que j'ai vu aussi, climat des affaires et tout, qui parlait il faut assurer c'est la justice, qui va faire que si on assure bien la justice, on respecte. Non, c'est pas la justice. C'est pas la justice. La justice, le climat des affaires, c'est arrêter, remettre dans les normes la politique, d'accord, de redonner confiance, n'est-ce pas, en évitant la corruption, c'est-à-dire militer contre la corruption. Il faut que l'investisseur qui vient dans ton pays, il voit que la corruption est vraiment gangrénée, comme qui dirait, oui. Voilà, il voit bien, et que les conditions de fiabilité et de stabilité financière, les banques travaillent bien, et après la justice, oui, assurer l'indépendance de la justice, ça c'est normal. Mais il faut déjà donner ces gages de paix, revoir un peu les conditions administratives d'obtention de créer des entreprises, quelles sont les formalités, réduire les formalités, les fluidifier de manière claire. Et puis la stabilité financière des systèmes des banques et tout consort, ça passe par là. Un autre exemple, M. Christian Perrin. Vous savez que le port de Pointe-Noire, aujourd'hui, en 2024, s'est vu retirer sa certification ISO 9001. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En 2024. Bon, c'est dans la même logique, aspect de climat des affaires. Et vous savez, pourquoi on lui a retiré cette certification? Une norme ISO, c'est une norme internationale hein, qui met en place des critères de bon management. Voilà, qui rassure les partenaires en plus. Qui rassure les partenaires et tout ça. Et vous savez, la personne qui est responsable de ce pôle, c'est la fille du directeur du port de Pointe-Noire. En 2024, là on est en 2025. Comment voulez-vous qu'une société ou un investisseur vienne dans votre pays? La première des choses qu'il demande, le port, c'est beaucoup de commerce, beaucoup de logistique, beaucoup de transport. Il y a matière à faire du business là-bas. La première des choses qu'on demande, c'est quoi? Est-ce que vous avez la certification, la norme internationale ISO? C'est le BABA, c'est le minimum qu'on demande. Il n'y a pas. Comment veux-tu qu'un investisseur puisse se projeter? Donc, M. Christian Sassou Nguesso, ministre de la Coopération,
c'est plutôt vers l'assainissement des affaires politiques, le respect, la lutte contre la corruption qui permettront, n'est-ce pas, peut-être pas totalement, mais déjà là, un petit espoir. Et la justice, plutôt assurer son indépendance, respecter, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission. Ulrich Tuta, je vais vous laisser donc le peu de temps qui nous reste pour conclure. Probablement que vous avez une préoccupation que je n'ai pas. Une préoccupation, oui, majeure, c'est vraiment toujours dans ce que je dis, hein, politiquement parlant. Il y a une vraie, c'est dommage, il y a une vraie crise de la société congolaise où les gens sont à l'abandon total. Les étudiants qui ont fini aujourd'hui sont dans l'abandon total. Pour retrouver, tu finis, tu as un doctorat ou tu as une licence, tu as fini. Et pour espérer avoir un travail, il faut que tu ailles chercher des millions pour donner à je ne sais pas à qui, pour que tu puisses avoir un contrat qu'on puisse t'obtenir. Et aussi, les jeunes n'ayant plus de possibilités de comment faire, ils vont s'adonner à des pratiques un peu bizarroïdes où tu te fais partenaire d'un monsieur là et après on te donne l'argent qui va te permettre de souffler un peu. Donc on voit quand même que la société congolaise est vraiment à terre. Je demande la conscience du peuple. Et la conscience se prend, hein, d'ailleurs, puisque les gens ici et là commencent à parler, commencent à dénoncer, commencent à dire. J'ai suivi une vidéo que j'ai reçue dans une conférence des gens de partisans du pouvoir, je pense à Pointe-Noire, ou je ne sais pas, dans une salle, où un monsieur en langue parlait à ce monsieur-là ouvertement. J'ai dit, oh, il n'a pas peur. Je me dis, est-ce qu'il est au Congo? Mais après, il dit qu'ici, là, à Pointe-Noire ou un truc. Il parlait, il disait que non, on en a marre, ça ne passera plus. Allez-y dire à M. Sassou Nguesso que nous en avons marre depuis le temps qu'il nous dit. Le monsieur-là n'a pas eu peur dans une salle. Et j'espère qu'il ne sera pas arrêté et poursuivi, parce que ça va être trop. Et il y a une vraie conscience à prendre là, du peuple congolais, de parler, de s'exprimer, de ne pas aller casser, taper comme non, de s'exprimer, de parler. Ainsi qu'on va avoir de discussions politiques, n'est-ce pas? Parce que la crise institutionnelle est là et il y a un danger perpétuel. Que les gens ne soient si j'ai bien compris, Ulrich Tuta, vous êtes pour l'organisation, disons, d'un forum, ou disons la forme pourrait être indéterminée, mais vous êtes pour une concertation ou un dialogue politique pour remettre les choses sur les rails, c'est ça? Tu me connais assez. Moi, j'ai une ligne politique qui est connue. Je pense qu'en 2000, oh là là, j'ai plus la date, même au niveau du Congo, hein, ils ont parlé de l'article qu'ils m'ont mis, parce qu'on a été à l'ambassade voir, on a fait un courrier pour interpeller Sassou Nguesso d'initier un vrai dialogue inclusif et hors du Congo, hein, pas au Congo, hors du Congo. Les Ivoiriens, ils l'ont fait avec le Marcoussi ivoirien, ils avaient une crise institutionnelle. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a un groupe des Ivoiriens qui initie le projet. On a vu le ministre, l'ex-Blé Goudé, mais les idées, nous avions déjà ces idées. Parce qu'il n'y a pas autre chose, politiquement parlant, qu'une concertation politique où nous allons tous nous retrouver, où nous allons tous vraiment nous retrouver pour relancer le Congo qui est vraiment perdu. Voilà une concertation ou dialogue politique sous l'égide de la communauté internationale, voilà, qui pourrait donc rassurer les Congolais pour remettre les choses dans l'ordre. Merci Ulrich Tuta d'avoir été avec nous sur R7 et surtout d'avoir disposé de ce temps pour nous, pour avoir répondu évidemment aussi à nos questions sans embâche. On se dit donc merci. Au revoir. Au revoir. Merci mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce vert juste en bas de la vidéo après l'avoir partagée. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire que des croissances à moins d'1%, sinon même pas. Lorsque vous avez une inflation à 2 ou 3 chiffres, on est au bord du chaos.
Ah, vous pensez que par hasard, comme ça, dans cette atmosphère-là, on peut avoir les moyens de faire tourner les hôpitaux? Je ne vais pas éluder la question.